Bonjour. Le deuxième module de cette formation va aborder les concepts de la sélection et de l'évolution variétale et en général le processus de sélection des plantes. Je suis Ambrogio Costanzo, coordinateur du pôle végétal et biodiversité cultivée à l'ITAB et je vous donne la bienvenue. L'objectif de ce module, c'est en premier lieu d'accompagner une prise de recul sur le processus de sélection des plantes et tout ce qui le concerne. En deuxième lieu, de positionner les différents éléments techniques réglementaires dans un cadre scientifique. Et en troisième lieu, de vous fournir les exemples et des inspirations pour lancer des initiatives participatives de sélection ou évaluation variétale. Traditionnellement, tout programme de sélection des plantes s'articule en trois étapes principales. On part de la génération de variabilité. On poursuit avec la sélection au sein de cette variabilité. Et on aboutit par l'évaluation des variétés qui ont été produites. Afin de construire un cadre plus complet et plus critique, on rajoutera à ces trois étapes un passage en amont sur les bases biologiques et écologiques de la biodiversité cultivée et un passage en aval sur comment mettre en œuvre tout ce que l'on aura vu de façon participative. On commence donc par une exploration de la biodiversité cultivée, notamment les bases de l'évolution, les centres de diversité et la domestication des plantes cultivées, et la conservation et gestion. Pour comprendre les bases de l'évolution, on explorera rapidement un principe clé, le principe de l'équilibre de Hardy-Weinberg, ainsi nommé en l'honneur d'un mathématicien britannique, Hardy, et d'un médecin allemand. Il s'agit peut-être de la conceptualisation la plus importante pour comprendre tout ce qui concerne la population vivante, y compris les plantes cultivées et même nous, les êtres humains. Ce principe dit, en bref, qu'une population idéale maintient d'une génération à l'autre ses fréquences alléliques constantes. Qu'est-ce que sont les fréquences alléliques ? Sont les proportions dans la population dans lesquelles différentes versions, différentes variantes d'un caractère génétique, c'est ça qu'on appelle les allèles, apparaissent au sein de la population même. Ce qui nous intéresse le plus, c'est conceptualiser les conditions suite auxquelles l'équilibre est perturbé. On va les parcourir l'une après l'autre. La mutation, la migration, la population de petite taille, la sélection naturelle et les unions non casuelles, voir de quoi il s'agit et quelles sont leurs applications et conséquences pour la sélection des plantes. On commence donc par la première, la mutation. Il s'agit, on le sait tous, d'un phénomène naturel de modification casuelle du codage génétique. Il y en a différentes sources, différentes sortes, et même si c'est assez intuitif, on peut avoir le changement d'une base azotée au sein de l'ADN jusqu'à la duplication du patrimoine génétique, ce qu'on appelle la polyploïdie. Même si c'est assez intuitif, ce n'est pas un mécanisme qui a beaucoup d'applications quotidiennes directes en sélection, avec l'exception peut-être de la mutagénèse artificielle, qui d'ailleurs n'est même pas admise en agriculture biologique. Cependant, il est très important de rappeler que c'est l'un des mécanismes par lesquels la nature s'assure de générer de la diversité dans les populations. Et la scientifique Barbara McClintock, dans la moitié du XXe siècle, a découvert, par exemple, le phénomène des transposons. Il s'agit de morceaux d'ADN qui ont la propriété de se déplacer casuellement, de sauter d'une partie à l'autre des chromosomes en générant des mutations systématiquement. Dans certaines espèces plus que dans d'autres, le maïs en est un exemple classique que l'on va reprendre plus tard. Deuxième mécanisme, le phénomène de migration, aussi appelé le flux de gènes.
Ce phénomène décrit tout simplement le transfert d'informations génétiques d'une population à l'autre. Et pour les plantes, cela est typiquement assuré par le pollen, voire la dispersion naturelle des graines. Là, il y a des importantes applications en sélection de plantes. En premier lieu, l'introduction d'individus d'une population à l'autre, d'un continent à l'autre, mais aussi une application, disons, en négatif, quand il faut prévenir la migration. Par exemple, lorsqu'on reproduit les semences d'une variété, on veut bien garder les fréquences alléliques constantes. On veut bien s'assurer que l'équilibre d'Hardy-Weinberg soit respecté pour la future génération. Il faut donc empêcher toute migration via le pollen, et c'est pour ça que l'on procède à l'isolement des parcelles en production de semences, avec des structures comme celles qu'on voit ici en photo. Troisième mécanisme, la population de petite taille. Alors, on parlait de l'équilibre de Hardy-Weinberg comme appliqué à une population idéale. La première chose qui fait qu'une population soit idéale, c'est qu'elle soit virtuellement infinie. Or, ceci n'est naturellement jamais le cas, bien entendu. Pour une mince nombreuse qu'une population peut être, c'est jamais infini. Cependant, il peut bien s'avérer que la population soit trop petite. Et là, les choses peuvent bien se compliquer. Il peut notamment se vérifier ce qu'on appelle la dérive génétique. Donc, juste pour le peu de possibilités statistiques de croisement, le peu d'individus qu'il y a dans la population, il est bien plus facile que dans une population grande que des caractères désirés, par exemple, vont perdus, ou bien que des caractères indésirés vont se fixer dans la population. Et en effet, l'histoire de la domestication des plantes a bien pu renverser ces problèmes, a bien pu faire l'avantage de ce mécanisme. Notamment, c'est le cas du maïs. Ça vaut la peine de le regarder plus en détail dans la prochaine diapo. Donc ici, on voit que le maïs n'a pas toujours existé en tant que tel, mais dans les montagnes de l'Amérique centrale, il y avait cette graminée pratiquement inutile qui s'appelait théosinte, qui était d'ailleurs extrêmement mutante, une énorme diversité, notamment grâce au phénomène des transposons qu'on vient de regarder en précédence. Et là, ça a été observé par les Indiens, les Aztèques, les Mayas d'Amérique centrale, que parfois cette diversité donnait lieu à des phénotypes particulièrement intéressants, avec des grosses épis, avec des graines comestibles. Et c'est là que ces hommes et ces femmes, ils ont commencé à isoler ce très peu de types qui casuellement apparaissaient, en créant de petites subpopulations. Et grâce justement à la dérive génétique, et en particulier à un sous-type de dérive génétique qu'on appelle le effet coup de bouteille, ou effet, et aussi l'effet du fondateur, ces caractères utiles, notamment la dimension de l'épi, on finit par se fixer dans ces subpopulations. Et c'est comme ça qu'effectivement, le maïs cultivé est né. Quatrième mécanisme, tout le monde le connaît, la sélection naturelle, en tant que formalisée par Charles Darwin, lorsqu'il observait que les espèces vivantes étaient le résultat d'un processus de sélection. Ce qui se passe, qui fait que la population ne suit pas l'équilibre, c'est qu'il y a des pressions environnementales qui font que certains individus, certains phénotypes se reproduisent mieux et plus que d'autres. Et donc, ils vont terminer par devenir prévalents dans une population. Et la population va changer de caractéristiques globales. Et là, on peut mentionner justement 3 cas particuliers qui ont application en génétique et en sélection de plantes, de sélection naturelle, voire le même mécanisme utilisé par les êtres humains pour une sélection artificielle. La sélection directionnelle, donc il faut bien comprendre qu'à la base on a des populations où un caractère se présente avec toute une gamme d'un minimum à un maximum, d'un extrême à l'autre. Quand on est dans le cas de sélection directionnelle, et là on voit par exemple toute une diversité d'épis de maïs,
Ce qui arrive, c'est que l'épi la plus grande, par exemple, est favorisée. Et donc la population va évoluer progressivement vers des populations où les épis les plus grandes sont de plus en plus prévalentes. La taille, la productivité et l'adaptation, c'est des cas typiques de sélection directionnelle où un extrême de la gamme de variabilité d'un caractère va être favorisé. Un peu moins intuitif, moins facile à comprendre, c'est le cas de la sélection divergente. Et là, c'est au contraire, s'il y a toute la gamme de variabilité, comme on peut voir dans le maïs, ce qui est défavorisé, c'est justement le moyen, l'expression moyenne du caractère, et ce qui va être favorisé, ça va être les deux extrêmes, donc soit le grand, soit le petit. Ça arrive normalement dans les populations naturelles de plantes. Il est facile de voir certains adventices dans un champ où on retrouve dans la même espèce des grandes plantes, de petites plantes. Et là, c'est un phénomène naturel par lequel la population essaie de se diversifier, donc défavoriser l'individu moyen et de favoriser par exemple les grands individus et les petits individus pour faciliter ainsi la répartition des créneaux écologiques, de l'accès aux ressources, de bien résister au changement et de minimiser la compétition entre un individu et l'autre de la même espèce. Troisième cas, la sélection stabilisante, c'est l'opposé. Donc là, c'est le phénotype moyen qui va être favorisé au détriment des phénotypes extrêmes. Et là, c'est ce qu'on fait en sélection et en reproduction, un maintien de variété lorsqu'on nettoie la population des types aberrantes, que ce soit par exemple trop gros ou trop petit, pour bien garder le caractère de la variété qu'on veut reproduire. Cinquième et dernier mécanisme, les unions non casuelles. Alors, dans une population idéale qui respecte l'équilibre, un autre des gros principes, c'est que toute union entre deux individus doit avoir la même chance d'avoir lieu que toute autre union. Donc, que se passe-t-il lorsque certaines unions ont plus de chances que d'autres? Alors, l'exemple classique vient de la biologie humaine et de l'histoire. Pour des raisons diplomatiques et d'hérédité et de politique, il était très fréquent dans les familles royales en Europe, de le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, que les mariages aient lieu entre cousins. Et beaucoup de rois de différentes nations européennes étaient cousins entre eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'après deux générations de mariages entre cousins, effectivement, dans les familles royales, certaines déformités, certaines maladies héréditaires se sont installées et fixées dans les lignées royales. Et là, on voit dans ces trois tableaux historiques, ces trois peintures, un exemple typique qu'on appelle la promandibulie habsbourgeoise. Là, c'était la lignée des Habsbourg, anciens rois d'Autriche qui ont après donné des cousins des rois, des reines un peu partout en Europe, et qui étaient tous caractérisés de plus en plus par cette mandibule très prononcée, ce visage très pointu en avant. Et là, il s'agit d'une malformation héréditaire. Et là, on le retrouva par exemple sur Marie-Antoinette, et même jusqu'à l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos II, qui est toujours vivant. Dans les programmes de sélection des plantes, on observe quelque chose de pareil lorsqu'on reproduit des lignées de plantes allogames entre elles-mêmes pour la production des semences hybrides. Alors, dans cette étape préalable à la production des hybrides, lorsqu'on va vers des populations de plus en plus homozygotes, on a ce qu'on appelle la dépression des inbreeding, c'est-à-dire la population accumule progressivement des caractères phénotypiques très défavorables. On passe maintenant un pas en arrière à un autre chapitre. On se plonge rapidement dans l'origine des espèces cultivées avec la conceptualisation et découverte de cet agronome russe Nikolai Vavilov, qui dans les années 30 du XXe siècle eut une intuition exceptionnelle, qui fut très mal comprise à l'époque,
mais qui est vite devenu un patrimoine commun à l'humanité. Et cela a découverte que les plantes cultivées ont eu origine dans des endroits précis du monde par domestication à partir d'espèces sauvages. En fait, c'est à Nikolai Vavilov qu'on doit aujourd'hui le terme et le concept de biodiversité cultivée. Par exemple, Vavilov formula le concept de centre de diversité au centre d'origine. Le centre de diversité primaire ou centre d'origine, c'est la région où l'on retrouve le maximum de diversité génétique d'une espèce cultivée, ainsi que de diversité de ses parents sauvages. C'est le cas, par exemple, des montagnes mexicaines pour le maïs, des Andes pour la tomate, du croissant fertile au Proche-Orient pour le blé et pour l'orge. Il y a aussi des centres de diversité dits secondaires, d'autres régions de grande diversité génétique de l'espèce cultivée qui nous intéresse, mais où on ne retrouve pas les parents sauvages. Il s'agit dans ce cas de régions où l'espèce a été introduite, cultivée, intensivement sélectionnée, diversifiée. Et c'est le cas par exemple de l'Europe du Sud-Est pour le maïs, de l'Europe pour la tomate. L'importance de connaître le centre de diversification, de diversité primaire et secondaire est énorme, car c'est dans ces régions que nous disposons, nous allons chercher dans des réservoirs vivants de diversité utiles pour améliorer nos cultures. Troisième concept, la conservation et gestion des ressources génétiques. Il y a deux approches complémentaires pour préserver la diversité génétique, avec leurs avantages et leurs limites. En premier lieu, la diversité peut être conservée ex situ, c'est-à-dire ailleurs, loin de leur environnement d'origine, dans les banques de semences. Ici, on a la photo fameuse de la banque de semences des îles Svalbard, près du pôle Nord. Les jardins botaniques sont un autre exemple pour les plantes spontanées. Bref, dans les banques de semences, on peut garder une énorme diversité de ressources génétiques pendant très longtemps. Cependant, il y a une limite. Les populations préservées sont de très petite taille, avec tout le risque de dérive génétique qui peuvent en descendre. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle la conservation in situ, c'est-à-dire dans le lieu, en latin, dans l'environnement naturel ou de cultivation de les ressources génétiques. Et ici, c'est les agriculteurs en fait qui cultivent et qui reproduisent les populations. Les populations restent donc vivantes et disponibles en quantité raisonnable. Cependant, le nombre de populations qui sont conservées in situ est naturellement limité pour des raisons pratiques. Les meilleures stratégies de conservation et de gestion de la diversité génétique aujourd'hui doivent se développer surtout autour de la complémentarité entre les deux approches, avec ce qu'on appelle la gestion dynamique qu'on va voir un peu plus en détail dans la deuxième partie. Pourquoi il est tellement important de préserver la biodiversité cultivée? La principale menace, c'est ce qu'on appelle l'érosion génétique. Alors, lorsqu'on pense aux espèces végétales, premier exemple, on visualise cette pyramide, les différentes espèces. À la base, on a 300 000 espèces végétales connues dans le monde. 7 000 de ces espèces, si on remonte d'un pas, ont été utilisées et cultivées par les êtres humains tout au long de l'histoire. Si on remonte encore, on vient au panorama d'aujourd'hui et on a une trentaine d'espèces qui, globalement, nourrissent le monde. Une trentaine d'espèces, pas plus que ça. Et si on remonte jusqu'au sommet de la pyramide, on voit que effectivement, le 66% de tout l'apport de calories de l'alimentation humaine dépend de pas plus que 3 espèces, le blé, le riz et le maïs, qui sont donc des plantes
super dominante dans les surfaces cultivées du monde. Pour comprendre pourquoi ça, c'est un risque aussi au sein de chaque espèce, on va voir des pyramides pareilles, sur combien de diversité il y a dans de différentes structures génétiques. Donc on voit toutes les espèces sauvages apparentées à la base de la pyramide où il y a beaucoup de diversité génétique. Si on remonte un peu, on a ce concept, disons, comme ici, on le simplifie comme variété paysanne. Donc toutes les variétés qui ont été cultivées et sélectionnées par les agriculteurs au fil de l'histoire. Et au sommet, on a très peu de diversité dans les variétés lignées pures et hybrides qui sont naturellement hyper sélectionnées. Le problème, on le voit bien si on passe à l'autre pyramide inversée. Là, on regarde pas combien de diversité il y a, mais on regarde la taille des populations et comment ces populations sont accessibles dans les trois mêmes segments. Donc on voit qu'il y a beaucoup de disponibilité, des populations énormes de variétés lignées pures, d'hybrides, commerciaux à présent. Mais dès qu'on remonte jusqu'aux variétés paysannes, on commence à avoir des populations plus petites, moins accessibles. Et quand on va regarder les espèces sauvages apparentées, on trouve vraiment très peu de populations toutes petites, presque inaccessibles. Et donc avec des risques de dérive génétique, voire d'extinction importants. On disait que 7000 plantes avaient été utilisées au cours de l'histoire, mais qu'à présent on en utilise qu'une trentaine. Donc qu'en est-il des 6970 restantes? Là, c'est tout le patrimoine des ressources génétiques sous-utilisées. Donc on a, disons, trois cas d'application de ces concepts. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler les espèces étrangères. Donc si on est dans une région soumise au changement climatique et on a l'opportunité d'introduire une espèce qui est cultivée ailleurs. Là, il y a l'exemple du quinoa, typique des Andes, qui vient d'être introduit en Europe ou dans d'autres continents, par exemple. Donc là, c'est une espèce nouvelle. Il y a tout le patrimoine après d'espèces négligées, donc les espèces qui étaient cultivées dans le passé et qui ont été abandonnées suite à la modernisation de l'agriculture et qui regagnent intérêt suite à la nécessité de durabilité de l'agriculture, changement climatique, avec tout un tas de contraintes, de difficultés, parce qu'on ne les connaît plus, il n'y a pas de population disponible, et donc il faut repartir. Troisième cas, même dans les espèces communes, il y a des germplasmes qui ont été négligés, des structures génétiques qu'on n'utilise pas. Imaginez toutes les cultures qui sont dominées par des hybrides, où les variétés à pollinisation libre sont très difficiles à trouver en commerce, par exemple. On en reste là pour l'instant. On a donc vu quelles sont les bases d'écologie des populations, qui sont effectivement à la base de tout processus de sélection des plantes. On a vu les bases historiques de la domestication des plantes et géographiques, donc on sait s'il y a besoin de diversité où il faut effectivement aller la chercher. Et on a vu les principales approches de conservation et gestion de la biodiversité cultivée pour contraster le phénomène et les risques d'érosion génétique. On est donc prêt à nous replonger dans la carte mentale et de partir de la première étape des processus de sélection, c'est-à-dire la génération de variabilité, dans la prochaine vidéo.